Dans l'actualité ce soir, un exercice de redevabilité au ministère de la Défense nationale. Sa commission Défense et Sécurité est au rapport pour rendre compte de l'octroi de fonds publics pour l'amélioration des conditions de travail des militaires au Burkina. 60 milliards étaient prévus en 2018 pour financer le programme. À moins d'un trimestre de la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds publics? Élément de réponse dans ce journal. Et dans ce journal, le MENA, le ministère en charge de l'éducation nationale, envoie plus d'une centaine d'élèves professeurs en formation en Tunisie. L'objectif étant d'aller acquérir des connaissances pour répondre aux besoins du pays. Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger, à la rencontre des candidats à l'exil, le Niger est devenu une plaque tournante du trafic migratoire, malgré que le pays lutte depuis plusieurs années contre pour ralentir le flux migratoire. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais pour ouvrir ce journal, direction Kosiam, le palais présidentiel, où le président du Faso reçoit le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, est venu solliciter le soutien du Burkina Faso pour sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. La candidate pour succéder à Michael Jean dit vouloir servir l'OIF, mais aussi les Africains, si les chefs d'État des pays membres de l'OIF lui accordaient leur confiance. Les précisions avec Nyakiteda. En route pour le prochain sommet de la francophonie qui se tient dans un mois, la ministre rwandaise en charge des Affaires étrangères arrive à Kosiam avec une doléance. Le soutien du Burkina à sa candidature à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Afrique m'a soutenu ma candidature à l'unanimité lors du dernier sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Mais il était très important pour moi de venir au Burkina pour me présenter en tant que candidate, mais aussi pour recueillir du chef de l'État, des autorités du pays, leur vision par rapport à la francophonie avant le sommet qui se tient dans un mois. Je suis candidate africaine et donc je dois porter les ambitions et les valeurs des membres africains. Pour moi, en tout cas, une partie de mon projet, c'est de nous focaliser vers des actions précises, vers le concret. Au-delà du soutien demandé, le chef de la diplomatie du Rwanda a également échangé avec le chef de l'État burkinabé sur les relations bilatérales entre le Burkina et son pays, des relations au beau fixe selon l'ordre de Kosiam qui compte sur Rochmark Christian Kaboré et ses pairs d'Afrique pour être porté à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle solution pour résoudre la mévente dans les huileries du Burkina Faso? Les acteurs du secteur sont allés solliciter l'accompagnement du Premier ministre pour résoudre la question. Ce lundi à son cabinet, Paul Kabatieba les a reçus pour examiner avec eux les freins de l'écoulement des produits. Des détails avec Oscar Soulama et Eleonore Yerbanga. Autour d'une même table, le Premier ministre, le ministre en charge du commerce et des professionnels de l'huilerie échangent sur l'avenir des huiles locales à base de graines de coton. Après des méventes enregistrées au sein de la filière, les professionnels demandent l'appui du gouvernement. Au premier jour de ces échanges, des pistes de solutions se dégagent. Ce seront de mettre l'huile sur des listes de produits mieux contrôlés en termes d'importation et de vente pour les populations, puisque c'est un produit de grande consommation. Nous sommes conscients du rôle important en tant que producteur d'huile pour de nourrir les populations, de le faire de manière qualitative, mais également de garantir un bon prix pour le consommateur final. Il est question de trouver des solutions durables à la crise commerciale que connaissent les producteurs locaux, tout en se conformant à la réglementation internationale. L'ensemble des actions doivent s'étendre à la fermeture donc, des unités clandestines, à la soumission donc, de l'huile comme produit, dans la liste des produits soumis à importation, à une régulation, à des conditionnalités en matière d'importation de l'huile, et aussi à veiller à ce que les huiles qui sont importées soient donc de grande qualité. Je pense que si on arrive à conjuguer l'ensemble de ces mesures-là, on devrait permettre donc de juguler la crise. Les échanges se poursuivent demain avec le gouvernement, les professionnels de l'huilerie et les importateurs dans le but de trouver des mesures adéquates pour mettre fin à la crise.
Je vous le disais en titre, en 2017, le Burkina Faso a adopté une loi pour l'amélioration des conditions de travail des militaires dans le pays. 60 milliards étaient prévus en 2018 par le gouvernement pour financer ce programme. Et à moins d'un trimestre de la fin de l'année, qu'est-ce que le ministère en charge de la Défense a fait de ce financement? A-t-il été bien utilisé? A-t-on tenu compte du contexte national dans l'utilisation de ces fonds publics? Un atelier se tient d'ailleurs à Ouagadougou pour répondre à ces questions. Explication, Rasmane Zoundi, Zalissa Sanfo. 60 milliards de francs CFA pour la formation et l'équipement des militaires en 2018. C'est le budget prévu par la loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. Où en est le ministère de la Défense avec la mise en œuvre de cette loi? Ce budget est-il suffisant aujourd'hui et quelles sont les contraintes? Autant de questions et plus encore auxquelles Jean-Claude Bouda et ses hommes sont appelés à donner des réponses. Un exercice de contrôle pour les députés membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité CODES et de redevabilité pour le ministère de la Défense et des anciens combattants. L'Assemblée nationale va s'informer utilement à travers les députés de la Commission et en fonction de cela, bientôt c'est la rentrée parlementaire. Je crois que en fonction des nouveaux besoins, l'Assemblée nationale n'hésitera pas à aller dans le sens d'une requête tendant à la hausse du budget. Une hausse du budget, le ministère de la Défense n'en attend pas moins pour relever le défi sécuritaire d'aujourd'hui. Il y a eu des acquis, mais il y a aussi des contraintes. Vous savez tous que le contexte sécuritaire actuel est très préoccupant, surtout au départ. Elle était située dans le septentrion burkinabé, c'est-à-dire au niveau du Sahel, du Nord, et cette menace a migré vers la partie Est. Alors nous assistons véritablement à un plan de déstabilisation de notre pays et nous espérons qu'au sorti de cet atelier, des nouvelles propositions jailliront pour que nos forces de défense et de sécurité puissent être davantage engagés dans cette lutte-là contre le terrorisme dans notre pays. Cette loi de programmation prévoit en 2019 70 milliards de francs CFA pour l'équipement et la formation. Et puis des nouvelles du projet du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Deuxième jour d'interrogatoire du lieutenant cinquantenaire Jacques Limon. Il n'a jamais servi au RSP, mais s'est conduit comme un agent de renseignement au service du RSP. Au moment des faits, le chef de cabinet du ministre de la Défense lui donnait toutes les informations pour consolider le coup. Mais à la barre, il soutient qu'il ne s'agissait que des informations juste confidentielles. Draman Guéné, Zoubavier David Abiré. Encore le lieutenant Jacques Limon à la barre aujourd'hui et il n'a pas fini. Ce mardi, l'accusé reviendra à la barre. Accusé d'être agent de renseignement du général Guinguéré pendant les faits, le chef de cabinet du ministre de la Défense d'alors se défend. Le ton monte entre l'accusé et le parquet militaire. Monsieur le procureur, vous me harcelez, lâche le lieutenant. Après le push, Jacques Limon est inscrit sur la liste des boys, comme le président Michel Kafando appelait les militaires qui ont aidé à combattre le forfait. C'est dans ce cadre que moi, j'ai été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Mais pourquoi aujourd'hui me diaboliser? Jacques Limon est épinglé par l'expertise téléphonique du capitaine Youssef Zoumbri de l'ex-RSP. Le rapport révèle plusieurs messages compromettants écrits au capitaine. Des messages qui donnent la position des troupes qui comptaient en découdre avec les putschistes. Mais depuis le vendredi, l'accusé réfute une bonne partie des messages qu'il juge fabriqués de toutes pièces par l'expert. Si l'expert voulait la vérité, pourquoi ne pas expertiser moi aussi mon téléphone? Il s'est contenté uniquement du téléphone du capitaine Zoumbri. Pour lui, son malheur serait parti de sa volonté de contrôler la régularité du contrat avant de le faire signer par le ministre de la Défense quand il était encore chef de cabinet. Le lieutenant et son avocat reviennent sur les irrégularités qui entachent le contrat d'expertise signé entre l'expert et la justice militaire. Avec une copie du devis en main, Jacques Limon s'explique.
Le nombre des téléphones et des ordinateurs à expertiser est défini, mais pourquoi en lieu et place, l'expert a toujours écrit forfait? Première irrégularité. La deuxième irrégularité porte sur le montant. C'est un contrat de 348 millions de francs CFA, mais dans le devis, les montants sont en euros, une devise étrangère. Troisième irrégularité, c'est le signataire du contrat. Il est signé du colonel Sita Sangaré, président de la justice militaire, pourtant incompétent selon Maître Dieudonné Bonkongu pour le faire. Il s'agit pour lui de la compétence du juge d'instruction. Encore pour l'accusé, le même service avait été au préalable payé à hauteur de 239 millions de francs CFA. Donc en tout, un demi-milliard pour un petit service selon Maître Sombier, avocat de l'accusé. Pour conforter la thèse du complot contre lui, le lieutenant doute de l'authenticité des messages récupérés. Je ne reconnais pas avoir envoyé la plupart de ces messages. Et puis, l'expert ne précise pas la position des interlocuteurs pendant qu'ils écrivaient. Les avocats de la défense font un tir groupé sur le rapport et exigent son retrait pur et simple de la procédure. Et puis le HCRUN forme ses conseillers et ses directeurs centraux sur le concept de justice transitionnelle en lien avec les missions de l'institution. Le HCRUN, le Haut Conseil pour la réconciliation nationale et l'unité nationale, souhaite à travers cette formation permettre à ses participants de disposer d'outils d'investigation et de réparation. Roger Cam, Nathalie Sawadgo pour les détails. À cet atelier, il sera question de renforcer les capacités des conseillers et directeurs des services du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCRUN, dans le domaine de la justice transitionnelle. Objectif, mieux les outiller pour leur permettre d'élaborer et d'adopter des outils opérationnels pour la mise en œuvre de leur mission. La formation est axée sur les outils de travail que nous aurons au regard des dossiers que nous allons traiter, d'une part, et également elle s'adresse un peu à une approche relative à la justice transitionnelle et voir comment est-ce que par rapport aux situations qui nous sont présentes, les dossiers qui nous ont été saisis, comment on peut, par la justice transitionnelle, apporter des solutions beaucoup plus appréciables pour l'ensemble des populations, de manière à ce que les solutions que nous allons proposer soient des solutions d'apaisement, des solutions de réconciliation et qui nous entraîneraient tous ensemble vers l'unité nationale. Pour cette formation, le HCRUN a fait appel à l'expertise d'une personne ressource de la MINUSCA à Bangui, dans la République centrafricaine. Ensemble, ils vont partager leurs expériences pour mieux avancer et rendre plus performant leur travail. Au cours de ces échanges et de formations, des questionnaires pour la collecte d'informations permettant le traitement des dossiers seront élaborés, mais aussi des guides d'analyse des informations collectées. Le Conseil national de la modernisation de l'administration tient ce lundi sa session ordinaire de l'année en cours. Il s'agit de faire le bilan de la mise en œuvre des orientations. Et dans ces orientations, le Conseil travaille à une stabilité de l'appareil administratif au Burkina. Maïmouna Traoré. Comme les sessions de 2016 et 2017, celle-ci est consacrée à l'évaluation et à l'orientation du plan stratégique décennal de modernisation de l'administration et de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance. Il s'agit pour les membres du Conseil de faire le bilan des grands chantiers de la modernisation de l'administration, d'en tirer des leçons et de déterminer les actions à mener en 2019 pour répondre à cette vision. Faire du Burkina Faso un État de droit disposant d'une administration moderne, performante, porteuse de développement au service de l'intérêt général du citoyen et de l'usager. À cette session, nous devons apprécier l'état de mise en œuvre des orientations en matière de modernisation de l'administration des années 2017 et 2018. Apprécier les résultats de l'enquête nationale sur le niveau de perception des citoyens, sur le respect des principes de bonne gouvernance.
valider le cadre de mesure des résultats de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance, valider les orientations en matière de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance pour l'année 2019. Les membres du Conseil prendront également connaissance des recommandations de la Conférence nationale des forces vives de la nation sur le système de rémunération des agents publics. Il est attendu d'eux des propositions pour leur meilleure mise en œuvre. La Banque mondiale, partenaire financier accompagnant la mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration publique, tout en saluant les résultats atteints dans plusieurs secteurs, invite les acteurs à travailler pour leur pérennisation et à œuvrer pour l'accroissement des performances. Le forum ouvert sur les biotechnologies agricoles en Afrique réfléchit en ce moment sur les applications de la recherche scientifique dans les domaines de la médecine, de l'agroalimentaire, de l'agriculture pour contribuer à la sécurité alimentaire. La rencontre de Ouagadougou réunit les participants venus du Kenya, du Nigeria, de l'Ouganda, du Canada, du Ghana plutôt, de Tanzanie, mais aussi d'Éthiopie et du Burkina Faso. On en sait davantage avec Abdourahmane Zongo et Nong Bakouda. Comment mettre fin à la faim en Afrique? C'est le cheval de bataille de l'OFAP Afrique, forum ouvert sur la biotechnologie agricole en Afrique. Pour y arriver, la recherche scientifique est incontournable et la biotechnologie agricole, une des applications de cette recherche, permet de stimuler, de booster l'agriculture par exemple et de lutter contre l'insécurité alimentaire. D'où la présence de ces scientifiques, chercheurs et ambassadeurs pour l'agriculture venus de 7 pays en Afrique, ici à Ouagadougou, et en ordre de bataille, plutôt en ordre de réflexion contre la famine. Il y a plus de 800 millions, 815 millions de personnes vivant avec la faim dans le monde, dont 243 millions pour le seul continent africain. À côté de cela, nous avons des chercheurs talentueux qui ont quand même des solutions, qui ont des résultats avérés et probants, qui peuvent nous permettre de faire face à ces situations, aussi bien du point de vue de la faim dont on parlait, mais aussi du point de vue agricole, du point de vue médical. L'initiative est de l'OFAP Afrique, soutenue par la fondation Bill et Melinda Gates. Nous, en tant qu'OFAP, nous sommes convaincus qu'il y a des technologies développées par la recherche, qui sont des biotechnologies, et qui, dans un contexte de changement climatique, peuvent vraiment aider à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire que l'Afrique traverse. L'OFAP Afrique fera également, au cours de la rencontre, son bilan annuel en vue de dégager des perspectives pour toute recherche, toujours orientée vers la protection de la vie et de l'environnement. Dans l'actualité ce soir, plus d'une centaine d'élèves professeurs vont bientôt s'envoler pour la Tunisie. Là-bas, ils vont recevoir des formations dans divers domaines. L'objectif du gouvernement étant de les amener à acquérir des connaissances pour répondre aux besoins du pays. Oumou Sissé. Ils sont au total 165 élèves professeurs, toutes disciplines confondues, qui s'envoleront bientôt pour la Tunisie. Pendant 2 ans et demi, ils recevront une formation complémentaire. Avant de s'envoler, ils reçoivent ici leurs billets d'avion et cartes bancaires des mains du ministre en charge de l'éducation. Ils ont déjà commencé la formation ici à l'école normale supérieure de l'université Norbert Zongo, la formation pédagogique, une petite partie. Ils vont pour 2 ans et demi de formation pour l'obtention d'un DET ou d'un BTS en Tunisie. Ils reviennent pour les 6 derniers mois de formation pédagogique et de stage pour pouvoir donc être affectés dans les collèges d'enseignement technique et de formation professionnelle que l'État est en train de construire actuellement à travers le pays. À la fin de leur formation, ils auront donc le CAET, le certificat d'aptitude à l'enseignement technique, donc qui est l'équivalent d'un baccalauréat plus 4. Donc ils vont obtenir et ils se mettront immédiatement à la disposition donc, des établissements. Les bénéficiaires saluent l'initiative et promettent être à la hauteur des ambitions de leur ministère de tutelle. Voilà, je pense que nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt l'intervention du ministre. Nous avons écouté les conseils, raison pour laquelle nous prenons acte de tout ce qu'il a eu à dire. Voilà, nous travaillons de telle sorte à porter haut le flambeau de notre cher Burkina Faso. Et nous pensons quand on est
burkinabés, nous devons avoir le sens du patriotisme, comme le ministre l'avait dit. Le départ de la première vague est prévu pour ce mardi 11 septembre. Cette formation va coûter à l'État burkinabé et à ses partenaires plus de 3 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, à Koudougou, environ 440 maîtres d'atelier viennent d'achever une formation de perfectionnement. Un perfectionnement dans des domaines comme la couture, la construction métallique et la mécanique auto et cyclomoteur. Konsoum Koulibaly, Ismaël Sirima pour les détails. Jour de consécration pour plus de 400 maîtres d'apprentissage. Ils se sont perfectionnés dans divers métiers qu'ils pratiquent déjà. Ces métiers sont principalement la coupe-couture, la mécanique automobile et cyclomoteur, ainsi que la construction métallique. La remise de ces attestations marque la fin d'un programme et aussi le début d'un défi. Nous allons recueillir les bénéfices pour que ces maîtres d'apprentissage soient dans notre répertoire des entreprises artisanales et des artisans qui plus tard vont contribuer toujours à apporter cette compétence-là aux jeunes dans nos ateliers. La formation des maîtres d'apprentissage s'étend sur toutes les 13 régions du Burkina. Elle concerne plus de 1200 maîtres d'entreprise et d'ateliers. Et ces derniers sont censés donner de la qualification à plus de 4000 jeunes âgés de 16 à 20 ans. Et je pense que ces données, ces résultats sont visibles auprès de notre partenaire qui est la Banque mondiale, et le gouvernement aussi mettra un effort particulier pour accompagner ce programme dans le sens que beaucoup de jeunes puissent en bénéficier. Quand on regarde le nombre de jeunes qui en ont besoin, qui sont en attente d'avoir de l'emploi, il faut avoir une petite qualification. Et cette qualification est nécessaire. Une fois ces qualifications obtenues, le ministère en charge de la jeunesse promet des financements pour les meilleurs plans. Le gouvernement burkinabé veut avoir désormais un seul interlocuteur au niveau du secteur des transports et pour cela, il a demandé au premier responsable des transporteurs de mettre en place une fêtière des organisations professionnelles des transporteurs du Burkina. L'information a été portée le matin du 9 septembre à Bobo-Dioulasso à la connaissance des transporteurs routiers de la ville de Bobo, une initiative que soutient la Chambre de commerce et d'industrie. Le point avec Karim Sissé sur place à Bobo-Dioulasso. Des transporteurs routiers de la ville de Bobo-Dioulasso face à leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie. Ici, il est question pour les deux parties d'échanger sur la possibilité de la mise en place très bientôt d'une fêtière des organisations socio-professionnelles des transporteurs du Burkina Faso. Une initiative prônée par l'État afin d'avoir un seul interlocuteur avec les transporteurs routiers. Il faut que les transporteurs s'organisent parce qu'on a un sérieux problème d'organisation. Tous les problèmes qui existent aujourd'hui, tout ça, les défauts, c'est l'organisation. Si on n'arrive pas à s'organiser, les problèmes vont toujours exister. Les acteurs du transport pourront dans cette démarche compter sur l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie. Les problèmes de fret, les problèmes de charge à l'essieu, les problèmes de transit, c'est autant de problèmes pas faciles à cerner. Alors quand on a une fêtière, une organisation fêtière, certainement, ça permet donc de faciliter le dialogue entre l'État, les transporteurs et même les employés qui sont impliqués donc dans le transport. Je vais parler des chauffeurs. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Le secteur du transport joue un rôle très important et le gouvernement accorde un intérêt particulier à la mise en place de cette fêtière. Une cérémonie pour récompenser les femmes battantes du Burkina, Africa Mousso, est à sa deuxième édition. Il se veut un cadre de récompense des femmes chefs d'entreprise. Christine Koulibaly. Femmes dites battantes, elles le sont toutes et aujourd'hui, elles sont mises sous les feux des projecteurs. Nous sommes à la deuxième édition de Africa Mousso. Coiffeuses, accessoiristes, présidentes d'associations, tisseuses, transformatrices de produits locaux, bref, ces femmes se sont démarquées par leur capacité d'entreprendre et de réussir. Nous avons des trophées de leader, voilà, des trophées d'encouragement et des trophées de persévérance, voilà, et des prix spéciaux. Nous avons récompensé 16 femmes
c'est encore les encourager à persévérer. Voilà, et encourager aussi les jeunes filles qui veulent emboîter le pas. Voilà, qu'on peut nourrir son nombre avec quel qu'en soit le métier qu'on fait. Les lauréates qui se disent honorées par cette distinction comptent bien être des modèles pour d'autres femmes. Le message que j'ai à passer à toutes ces femmes battantes, je vais dire encore courage, surtout à nos mamans, courage à toutes ces femmes qui ont peur d'entreprendre. Africa Mousso a également décerné des trophées à 2 hommes battants, en plus des femmes. Les organisateurs ont joint l'utile à l'agréable en agrémentant la soirée par des prestations d'artistes, d'humoristes et un défilé de mode. Et puis à l'étranger, le Niger, considéré comme une plaque tournante du trafic migratoire, mène depuis plusieurs années une politique plus stricte pour ralentir le flux, mais l'ardeur des passeurs aussi ne faiblit pas. Regardez. Des véhicules comme ceux-ci, il y en a des dizaines qui chaque semaine font le trajet entre la frontière libyenne et la ville d'Agadez, au centre du Niger. À leur bord, des travailleurs nigériens excédés par les violences qui sévissent en Libye, mais aussi des candidats à l'exil originaires d'Afrique de l'Ouest et dont le trajet jusqu'en Europe a été compromis. On nous a pris pour l'enfermer. Ils nous ont capturés puis ils nous ont enfermés. On a payé pour cette traversée vers l'Europe, mais on n'a pas eu le signal pour le départ. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Je veux rentrer chez moi. C'est ça mon espoir. Face à eux, des Touaregs, piliers du trafic migratoire local. Il y a 2 ans, le gouvernement nigérien a promulgué une loi pour entraver leurs activités et l'Union européenne a même financé des projets dits de reconversion destinés à ces passeurs repentis. Mais l'un d'eux, Mohamed, avoue ne pas avoir mis un terme à ses affaires. Aujourd'hui encore, je suis un passeur. J'entends dire en ville, parce qu'on nous donne de l'argent, alors on doit arrêter ce travail. Mais moi, on ne me donne rien et je ne connais pas d'autre travail que celui-là. En 3 ans, le nombre de personnes ayant traversé la frontière avec la Libye aurait considérablement diminué, passant de 7000 à 1000 personnes par semaine aujourd'hui. Dans les ghettos, comme on appelle les habitations où sont entassés les migrants avant leur départ, certains n'ont pas réussi à quitter le Niger. Les passeurs les ont abandonnés en plein désert pour éviter les patrouilles de l'armée. Chaque fois, il y a des réunions entre... Des dirigeants de l'Union européenne se réunissent avec des dirigeants ouest-africains et leur distribuent de l'argent pour qu'ils arrêtent le trafic migratoire. Mais nous disons que c'est un crime. Ils servent leurs propres intérêts, pas ceux de notre continent. Ces candidats à l'exil l'affirment, c'est l'absence d'opportunités qui les a poussés à fuir leur pays d'origine. C'est juste. La meilleure façon d'arrêter l'immigration, c'est d'arrêter de distribuer de l'argent aux chefs d'État et de venir ici pour créer des possibilités de travail afin d'empêcher les jeunes de partir. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebeo. Un conseil de guerre contre les forces du mal, c'est le titre à la une de Aujourd'hui au Faso. Le chef de l'État, suite aux rentrées de Chine, est entré dans ses attributs de chef suprême des armées en convoquant un conseil supérieur de la défense en session extraordinaire. Roch-Marc Christian Kaboré fait le constat d'une déstabilisation du Burkina Faso avec des harcèlements des forces de défense et de sécurité sur les différentes frontières comme à l'est du pays. Nos forces armées vont travailler à reprendre en main toute cette région tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et du Sud-Ouest. Déclaration du président du Faso rapportée par Aujourd'hui au Faso. Les forces du mal sont prévenues, la riposte sera sans pitié, conclut le journal. La promesse d'une riposte appropriée, selon le journal Le Pays. Le pays qui s'intéresse à la stratégie à adopter face à l'adversaire se perd en interrogation sur l'identité des ennemis invisibles. S'agit-il d'intégristes ou de simples citoyens en rupture de ban avec la République? Ont-ils de complices au niveau local? Selon le journal, il faut y répondre si l'on veut agir efficacement. Ensuite, faut-il un déploiement massif de l'armée pour combattre l'insaisissable ennemi? Ce serait comme vouloir assommer un moustique avec un marteau. Selon le journal, le chef de l'État effleure la bonne démarche en appelant à la collaboration de tous. Et pourquoi ne pas appeler les Kogluego en rescousse, très controversé soit-il, sans oublier la collaboration des pays voisins pour prendre en étau les assaillants.
Pour Sidoya, l'heure est à l'unisson pour le même combat et le journal de se douter alors de l'opportunité de l'appel de l'opposition politique à marcher contre le pouvoir le 29 septembre. Elle aurait été mieux inspirée si c'était pour une journée de soutien au FDS, volant ainsi la vedette à la majorité qui n'aurait de choix que de répondre à leur appel. Car quand la nation est assaillie, tous doivent aller au-delà des divergences et communier, écrit Sidoya. On s'arrête là pour ce soir. L'actualité revient à 22h30 sur la RTV. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. D'ici là, excellente suite du programme. Au revoir.